Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui de mes lectures et films du mois de septembre. J'ai absolument pas du tout eu le temps en septembre de faire des vidéos. J'aurai plus le temps là dans le mois à venir, donc en octobre. Et j'espère faire des vidéos de façon plus régulière, donc une fois par semaine. Et j'ai déjà des idées. Mais donc la vidéo d'aujourd'hui, mes lectures de septembre. La première lecture, ça a été Nada de Carmen Laforet. On suit donc l'histoire d'Andrea, qui est une jeune fille qui quitte son village pour s'installer à Barcelone dans sa famille éloignée pour faire des études. Là-bas, elle vit donc avec sa grand-mère, sa tante Augustias, quelque chose comme ça, son oncle Juan, son oncle Roman et l'oncle Juan qui est marié avec Gloria. Et tous ces personnages-là ont des relations un peu compliquées. Ils ne s'apprécient pas forcément, ou alors il y a des choses un peu sous-entendues dans leur histoire qui n'est pas forcément montrée, donc dont on se doute un petit peu. Et c'est pas franchement la meilleure atmosphère donc pour Andrea. Elle qui était venue pour vivre à fond sa vie de jeune étudiante, être indépendante, découvrir la ville, etc., se retrouve avec des gens qui sont une tante qui est toujours sur son dos, qui la surveille constamment, qui lui interdit constamment des choses, un autre oncle qui est violent, l'autre qui a des histoires un peu louches, enfin bref, comme je vous ai dit, pas le meilleur environnement. Ce livre est paru en 83 et a remporté le prix Nadal, donc la même année je pense, et c'est un livre qui est vraiment qui est assez important dans la littérature espagnole. Moi, personnellement, je n'ai pas particulièrement aimé. Après avoir vu quelques avis sur Instagram et sur d'autres sites internet, généralement les personnes ont bien aimé. Moi, m'a pas plu forcément personnellement et je vous explique donc pourquoi. Alors je pense que de façon tout à fait objective, c'était pas un mauvais livre. Je pense sincèrement que c'était juste que ça correspondait pas à mes goûts, à moi personnellement. Et ce qui m'a manqué en particulier, c'était notamment de voir les relations entre les personnages se développer. Ça m'a vraiment beaucoup manqué parce que j'attendais beaucoup plus et j'avais l'impression en fait qu'on nous donnait un point de départ assez intéressant dans ces relations-là, mais qu'on n'avançait pas vraiment au fil de l'histoire et qu'à la fin de l'histoire on se retrouvait toujours dans le même type de relation. J'aurais aimé qu'on en découvre un peu plus, que les personnages et leurs relations soient un peu plus développées, etc. Ce qui m'a aussi un peu manqué, c'était d'avoir vraiment une direction claire de lecture. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais j'avais pas vraiment l'impression de suivre le format classique, vraiment où voilà le problème qui est à régler et comment ça avance, etc. Et j'avais du mal à savoir où focaliser mon attention. Et surtout, à la fin de l'histoire, en fait, j'ai trouvé que rien ne se dénouait vraiment. J'avais l'impression que c'était assez linéaire dans ce sens-là. Et c'est pas forcément quelque chose qui me dérange toujours. Il y a certains livres qui sont créés comme ça que j'apprécie. Mais dans celui-là, ça m'a un peu dérangée. Donc je ne dirais pas objectivement que c'était un mauvais livre. Je pense qu'il faut voir si ça correspond à vos goûts ou pas, puisque comme j'ai dit, moi personnellement, ça ne m'a pas particulièrement plu. Mais il y a d'autres personnes qui ont beaucoup aimé et c'est aussi ça l'intérêt de la littérature, de pas tous être d'accord et de pouvoir en discuter. Donc le deuxième livre que j'ai lu, La mort à demi-mot de Kim Yong-ha, j'imagine que je le prononce un peu correctement, peut-être. Et c'était une histoire, c'est un peu compliqué à décrire. Il y a plusieurs personnages en parallèle dont l'histoire va se rejoindre sans qu'ils en aient vraiment conscience. Il y a je sais pas trop comment appeler ça, c'est pas vraiment un tueur, mais en fait c'est une personne qui aide les gens à se suicider. Donc je sais pas si on peut appeler ça un tueur, moi je dirais c'est un auxiliaire de mort, vraiment je trouve que le terme convient assez bien. Et en parallèle de ça, il y a deux frères, je crois que c'était C et K, on n'a pas les noms vraiment, on a juste les lettres, qui ont une relation un peu compliquée, qui s'intéressent à la même fille, etc. Et cette fille-là qui va donc être en lien avec ce tueur. Les parties que j'ai préférées, c'était les parties donc avec le tueur.
Celles avec les deux frères m'ont un peu moins intéressée. Et vraiment, ce qui m'a intéressée particulièrement dans Le Tueur, c'était cette ambivalence, cette espèce de non-sens qui se crée dans sa tête pour justifier ce qu'il fait. Et j'aurais aimé en avoir un peu plus, mais comme vous voyez, le livre est quand même assez court, donc c'était pas forcément très développé. Et d'autres choses, je pense que, en fait, franchement, ce livre-là, ça m'a pas particulièrement plu. Je pense pas que ça me marquera à vie, certainement pas. Et je me demande en fait si je manque pas peut-être d'un certain contexte, de certaines informations, notamment culturelles, qui me permettraient d'apprécier cette lecture un peu mieux parce que c'est un auteur donc coréen. C'est possible, mais en tout cas, c'est resté assez. Certaines scènes sont restées assez opaques. Ça me rappelait parfois un peu Pays de neige de Kawabata, où certaines discussions, on sent qu'il y a quelque chose derrière, mais on n'arrive pas vraiment à voir. Enfin, du moins, moi, je ne suis pas arrivée à le voir. Peut-être que c'était clair pour tout le monde, sauf pour moi. Et où j'avais l'impression qu'il y avait vraiment plein de sens, mais que j'arrivais pas forcément à y accéder. Donc, c'est pour ça que j'ai pas forcément particulièrement apprécié ma lecture. Autre chose qui m'a déplu, ça a été le style qui était vraiment très cru, très froid. Et c'est certainement valable dans ce que l'auteur a voulu faire, mais c'est juste pas forcément quelque chose qui me plaît, moi, personnellement. Il y a aussi, si vous vous demandez est-ce que je devrais le lire ou pas, c'est très peu psychologique. Ce que j'aime généralement, c'est justement avoir un bon développement des personnages, et ce qu'il n'y avait pas vraiment dans le livre. Donc, avis mitigé, je pense pas que c'était forcément un mauvais livre, j'ai pas non plus détesté, mais disons que j'ai ni aimé ni détesté comme livre. Le dernier livre, c'est donc une BD, Persépolis de Marjane Satrapi. C'est normalement 4 tomes, moi j'ai tous les tomes ensemble, donc c'est pour ça que le mien est énorme, qui sont sortis entre 2000 et 2003. Il y a eu aussi une adaptation, un long métrage qui a été fait en 2007. Et les deux sont vraiment très très connus et je n'ai jamais entendu personne en dire du mal, que ce soit du film ou de la BD. Si vous ne connaissez pas, c'est une BD autobiographique où l'autrice raconte son enfance en Iran, puis la Révolution, puis ses études qu'elle a fait de lycée en Autriche, puis un bref retour en Iran pour repartir définitivement en France. Donc l'histoire commence, je crois, en 79, c'est l'année de la Révolution, et elle nous montre donc dans ce livre notamment tout ce qui a changé au niveau du régime, de la culture en Iran, etc. Donc il y a des thématiques, il y a des thématiques assez sérieuses, mais malgré tout, c'est pas lourd comme lecture, c'est pas quelque chose de pathétique ou quoi que ce soit, parce que l'autrice utilise aussi un ton assez humoristique, mais vraiment juste le bon équilibre. Donc c'est-à-dire que c'était assez d'humour pour avoir quelque chose de pas trop dramatique, mais c'était pas non plus trop au point où où ça nous empêchait de prendre conscience du sérieux de ces thématiques-là, donc notamment la révolution, la guerre et l'oppression du peuple, etc. Les dessins sont en noir et blanc, c'est quelque chose d'un peu, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu, pas caricatural, mais c'est pas forcément le style de dessin très réaliste. Mais malgré tout, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très très expressif dans son style, donc c'est pas quelque chose qui m'a bloqué, au contraire, j'étais vraiment en plein dans ma lecture. À côté de tout le contexte historique qui était vraiment très intéressant et qui était d'ailleurs facile à comprendre pour moi qui n'ai pas forcément beaucoup d'informations sur le sujet. Elle expliquait ça vraiment de façon très simple, donc c'est pas du tout un problème si vous y connaissez pas. Elle explique ça vraiment de façon très très simple. Mais à côté de ça, ce qui était intéressant aussi, c'était toute son expérience en tant que jeune fille. Et même si j'ai pas forcément eu les mêmes expériences moi, j'arrivais vraiment bien à comprendre de quoi elle parlait, ses émotions, etc. Donc c'était assez intéressant.
Autre chose que j'ai appréciée, c'était aussi son expérience en tant qu'Iranienne en Europe, puis en tant qu'Iranienne occidentalisée qui est retournée en Iran. Et ça m'a particulièrement touchée de voir qu'elle était dans les deux, en Europe autant qu'en Iran en fait, chez soi et en même temps qu'elle était une étrangère partout aussi. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, que j'ai trouvé très authentique. J'ai demandé leur avis à deux de mes amies iraniennes qui ont vu, je crois, le film, je suis pas sûre, je pense que c'était pas le livre, mais le film, qui ont beaucoup aimé. Et l'une d'entre elles m'a dit qu'elle avait trouvé ça très juste au niveau de la description de ce qui se passait en Iran, etc. Et si ça vous intéresse, une petite parenthèse, elle me disait, effectivement, par exemple, pour les femmes, c'était vraiment, elles devaient s'habiller comme ça, mais qu'aujourd'hui, c'était quand même un peu plus libre. Donc, elle porte toujours un voile, mais c'est pas un voile qui recouvre vraiment tous les cheveux. C'est plus, quand on voit ça, c'est plus, on dirait un accessoire de mode. On n'est plus obligé d'avoir quelque chose de noir, de recouvrir tous les cheveux. Ça peut être vraiment au milieu de la tête, de s'habiller différemment, mais il y a quand même toujours de très fortes restrictions. Et ce que je savais pas, il y a toujours la police. Je sais pas si c'est vraiment la police ou si c'est une partie spécialisée pour ça qui veille à ce que les femmes soient donc habillées correctement dans la rue. C'est tout pour mes lectures de septembre. J'avais aussi un recueil de poésie, mais j'ai pas du tout trouvé le temps de le lire. Et le temps que j'ai trouvé pour lire, je pouvais pas me concentrer au point de lire de la poésie. Donc je le reporte à octobre et j'espère qu'en octobre je pourrai le lire. Sinon, passons au film que j'ai vu. J'en ai vu 3. Le premier, en fait c'est le dernier que j'ai vu, mais je le mets en premier dans la liste parce que c'est le seul que je recommande. C'est Enola Holmes. C'est la petite sœur de Mycroft et Sherlock Holmes. Et il y a un film donc qui a été sorti sur Netflix. Elle est avec sa mère seule depuis que ses frères ont quitté la maison. Et elle a été élevée, elle a eu une éducation un peu particulière. Et un jour, donc l'anniversaire de ses 16 ans, sa mère disparaît, ses frères reviennent pour s'occuper d'elle et aussi pour retrouver sa mère. Et elle s'enfuit, premièrement pour éviter le pensionnat de jeunes filles et deuxièmement pour retrouver sa mère. Donc il va y avoir des aventures, etc. Voilà l'histoire. J'ai apprécié le film, même si c'est, je pense, plutôt un film pour enfants que pour adultes. Un peu... Est-ce que ça se dit un film d'apprentissage? En tout cas, c'est cette impression-là que j'ai eue. Donc j'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié l'esthétique et aussi quelque chose qui m'a pas mal marqué, c'est les moments d'aparté qu'elle avait avec la caméra qui donnaient vraiment une impression un peu de livre. Donc c'était intéressant et je crois d'ailleurs que ça a été tiré d'un livre. Ce qui était pas mal aussi, c'était de voir un film, surtout un film pour un public plutôt jeune, qui met en avant un personnage féminin qui est donc fort, indépendant, etc. Et même en général, c'est les personnages féminins qui sont le plus mis en avant dans ce film-là. Et c'est quand même quelque chose, je pense, d'appréciable. Ce que j'ai un peu moins aimé, toujours par rapport à cette thématique-là, c'est que j'avais l'impression parfois que sa force et son indépendance étaient mises en opposition avec toutes les normes liées à son genre. Je m'explique. Elle a eu une éducation donc un peu spéciale où elle n'a pas vraiment appris les choses typiquement féminines, les activités typiquement féminines. Et parfois j'avais l'impression que c'était comme qu'on montrait un peu que c'était la raison pour laquelle elle était comme elle était forte, indépendante, etc. Et ok, mais en fait ces quelques passages-là, même si je dois dire que c'était pas non plus tout le temps, mais ça a été quelquefois, je trouve que c'est une représentation qui est un peu dommage parce que c'est une représentation qu'on retrouve souvent et même dans la société généralement. Tout ce qui est lié au féminin est vu comme un peu faible, comme pas cool en fait, alors que justement une fille cool et forte et indépendante, c'est une fille qui s'éloigne de ces normes féminines pour avoir plutôt des aspects plus masculins en quelque sorte. Je sais pas si j'exprime très bien ce que je veux dire, mais j'espère que vous comprenez parce que je trouve que c'est quelque chose qui est toujours très très présent dans notre société actuelle où on valorise en fait plus les activités dites typiquement masculines
par rapport aux activités dites typiquement féminines. Et ce, j'ai l'impression pour les deux genres. En fait, si un homme ou un garçon a des activités dites typiquement féminines, c'est la honte. Pour une fille, c'est pas grave, mais c'est parce que c'est une fille. Mais on va quand même, surtout dans les films, j'ai l'impression, montrer que une fille qui a des activités de garçon, elle n'est pas comme les autres filles, elle est plus indépendante, etc. Donc c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Surtout que je me dis personnellement que si je réfléchis à ma propre expérience, c'est un peu quelque chose que j'ai vécu et que moi-même j'avais l'impression que les activités dites de garçons, c'était plus cool quand j'étais plus jeune. Et c'est dommage de grandir avec ces représentations-là. Je pense que ça serait bien de sortir un peu de ces schémas-là et de voir que, premièrement, il n'y a pas d'activité ni féminine ni masculine. Et que même si c'était le cas, même s'il y a des activités où on va dire qu'il y a plus de filles par rapport à la société, parce que la société leur a appris que voilà, une fille ça fait ça et un garçon ça fait ça, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Bref, fin de la parenthèse. Dernier point que j'ai quand même apprécié toujours par rapport à cette thématique-là, c'était qu'on montrait que les normes genrées de l'époque, et surtout concernant les femmes, les opprimaient. Donc il y avait plusieurs choses concernant leur éducation, la façon dont elles devaient se comporter, s'habiller, etc. Donc c'était appréciable aussi. Et donc voilà, j'ai apprécié. Après, à vous de voir si c'est le genre de film qui peut vous plaire ou pas, parce que c'est quand même plutôt un film pour enfants. Deuxième film que j'ai regardé pour une raison qui m'est totalement inconnue, je me suis dit tiens, on va regarder une comédie ce mois-ci. Je n'en regarde jamais. Et ça n'a pas été une réussite totale, mais je voulais quand même en parler parce que il y avait un point que j'ai trouvé assez important dans ce film-là. Donc c'était Arnaque à la carte. C'est, je crois qu'il s'appelle Sandy Patterson, quelque chose comme ça. Sandy Bigelow Patterson, j'ai regardé. Et on lui vole donc son identité et il se met à la recherche de cette personne qui est une femme qui lui a volé son identité. Alors le film en soi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'était assez prévisible, c'était pas non plus hilarant, c'était pas... Je sais pas si je peux considérer ça comme mauvais non plus, mais bon, pas d'intérêt en particulier. Si, le seul intérêt, c'est que j'ai trouvé l'actrice principale, je ne me souviens plus de son nom, mais je l'ai trouvée très bien, même si c'était une comédie et que généralement, je pense que le public s'attend pas forcément à avoir un jeu d'acteur extraordinaire. J'ai trouvé l'actrice principale très très bien. Une chose qui m'a en fait particulièrement gênée, et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment parler de ce film, c'est la représentation des personnes grosses, en surpoids, bref. En fait, donc l'actrice principale est en surpoids. Et il y avait une scène où il y avait donc un homme qui est en surpoids aussi, et puis ils ont des relations intimes, bref, peu importe. Et ce qui m'a un peu gênée, c'est que je trouve que c'est quand même un peu... C'est juste pas drôle de se moquer des personnes qui sont grosses, en fait. Être gros, c'est pas drôle en soi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de comédies, ou du moins il y en a eu beaucoup, je sais pas si c'est toujours le cas parce que j'en regarde pas vraiment, qui ridiculisent les personnages plus gros. Et c'est juste pas forcément drôle en fait. Qui ont des comportements totalement inadaptés ou des choses comme ça. C'est pas parce que tu es plus gros que tu vas avoir un comportement aussi étrange. Et je sais pas, ça m'a gênée tout simplement. Il y a eu plusieurs passages dans le film. Pas forcément ce passage où les deux personnages un peu plus en surpoids avaient des relations. Pas seulement ce passage-là, mais il y avait aussi d'autres passages où j'ai trouvé que les personnes plus grosses étaient un peu tournées en ridicule. Et ce qui est dommage, et je me dis quand même en 2020, on pourrait passer à autre chose et on pourrait faire des blagues un peu plus créatives. Le dernier film que j'ai vu, alors là j'ai pas du tout aimé. Je sais pas si vous en avez entendu parler. J'avais entendu dire que c'était bien, mais clairement c'était pas le cas. Ça s'appelle Who Am I? Aucun système n'est sûr. C'est un film allemand. Et là je vous explique ma déception totale. Ça a été fait par le metteur en scène de la série Dark, qui est une série allemande que j'ai absolument adorée, que je conseille vraiment. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette série et je vous invite à la regarder si ça vous intéresse.
Et c'est pour ça que j'étais vraiment particulièrement déçue parce que la série Dark, j'ai trouvé, était très créative, autant dans l'histoire que dans la mise en forme. Et là, grosse déception. C'était une histoire de hacker et le personnage principal, c'est... comment dire ça dans des termes polis, c'est quelqu'un de pas très populaire et c'est un hacker et il va se retrouver à faire des travaux d'intérêt général parce qu'il a été pris sur le fait, enfin bref. Et il rencontre quelqu'un, ils vont hacker des trucs ensemble et de là vont arriver des problèmes un peu plus gros. En soi, l'histoire, pourquoi pas, mais j'ai trouvé que c'était juste... Enfin, l'impression que j'en ai eue en tout cas, c'est que c'était vraiment un film commercial où ils ont essayé de... où ils se sont fait le film en se disant on va faire des ventes. Clairement, j'ai trouvé qu'il n'y avait eu aucune originalité, mais aucune originalité dans l'intrigue. Dans l'esthétique, s'il y a eu une scène qui m'a plu, quand ils représentaient un chat virtuel entre les hackers. Ils représentaient ça dans une rame de métro avec des gens qui portaient des masques. Ça, j'ai trouvé intéressant. Mais à part ça, j'ai trouvé que c'était vraiment... l'intrigue, c'était trop de rebondissements, trop de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Mais en même temps, des choses qu'on avait déjà vues. Et j'avais l'impression que c'était juste, bon, ben, on va faire comme les gros films américains et on va voir si on fait des ventes. J'ai trouvé personnellement que c'était... s'il n'y avait pas autant de scènes... ok, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quand même quelques scènes où il y avait des scènes un peu osées, on va dire. Il y avait aussi des scènes où ils prenaient de la drogue. S'il n'y avait pas ça, vraiment, je me dirais super film pour un enfant de 12 ans. Pas qu'il y ait des films pour les enfants de 12 ans, ce ne sont pas forcément bien, mais je veux dire, là, clairement, je pense que pour un adulte, ça n'avait aucun intérêt dans l'intrigue. C'était plus... quand je dis film pour enfants de 12 ans, je veux dire dans le sens où c'est vraiment... la façon dont on a l'impression qu'on peut être cool plus tard et être un peu un criminel, mais être un peu cool quand on est jeune. Je sais pas si je transmets très bien mon impression. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je ne vous conseille pas du tout le film. Ça a été une perte de temps totale et une déception au plus haut point. Bref, donc c'était mes films et mes livres de ce mois-ci. Donc la grosse recommandation, évidemment, Persepolis. Autant le film que le livre. Et sinon, pour le mois prochain, donc je vais lire... Espérons que je vais enfin lire ce recueil de poésie qui m'attend depuis des mois. Et je vais essayer d'attaquer un peu ma liste de livres pour 2020. J'avais 20 livres pour 2020 et il m'en reste, je pense, peut-être la moitié. Donc on va s'y attaquer, mais je ne sais pas encore quel livre je vais lire exactement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Et normalement, pas dans un mois.